Bonjour messieurs, dames, je suis très content d'être là. Je vais vous parler de glyptique et de marqueterie de pierre dure. Alors, je vais peut-être préciser ce qu'est la glyptique, tout simplement. C'est un mot bien compliqué, mais qui est, quand on le traduit du grec, c'est de la gravure, gravure de pierre fine. Donc, et la gravure de pierre fine peut s'appliquer au camé, à l'intaille, au panneau en ronde bosse, mais aussi à la marqueterie. Donc la marqueterie découle, je dirais, de cette technique de glyptique. La première photo que vous avez devant vous, ce sont les minéraux, entre autres, que je peux travailler. C'est-à-dire, globalement, il y a à peu près une centaine de minéraux qui sont utilisables dans ces techniques. Voici mon atelier à Montreuil, atelier qui recouvre en fin de compte plusieurs actions. C'est-à-dire que normalement les gens qui ont ma formation de glypticien travaillent pour ainsi dire uniquement pour la haute joaillerie, pour les grandes maisons de luxe, Cartier et autres. Moi j'ai pas fait ce choix-là quand je me suis installé parce que je trouvais que c'était entre guillemets réducteur et ce qui m'intéressait c'était de me confronter à l'ensemble du panorama pierre, c'est-à-dire parler aux joailliers, aux maisons de luxe quand ils voulaient des objets ou des pierres, l'usage de pierres très précieuses. Mais ce qui m'intéressait aussi c'était de parler à des gens qui fabriquaient des bâtiments, des architectes, parce que je trouvais que le rapport à la matière n'était pas le même. La façon d'en parler et de regarder la matière n'était pas du tout le même fonctionnement. Donc ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer tous ces gens-là. Et par ailleurs, cet atelier aussi restaure des objets. Donc ce que je vais faire, je vais vous présenter quelques photos sur la technique, sur l'outillage. En quelques photos, vous allez comprendre un peu ce qui se passe. Et après, je vais dérouler un certain nombre de photos d'objets que j'ai eu la chance de restaurer. Ou que j'ai eu la chance de fabriquer, ou ou à moins que ce soit des commandes passées il y a quelques années. Voilà, normalement, les pierres dures se scient avec des scies diamants à l'eau ou à l'huile. Donc là, je passe, mais globalement, il y a un sciage avec un outillage diamant très pointu. Là, on peut percer les pierres sous forme de carottage, c'est-à-dire que là, vous avez une agate et à côté, vous avez un tube cylindrique avec une couronne diamantée. Ce qui fait que quand cette couronne diamantée est mise sur une perceuse, c'est-à-dire en rotation, vous pouvez, à l'aide d'un mouvement de va-et-vient, faire des percements dans la pierre. Tout ça accompagné d'eau ou d'huile, de pétrole. Voilà. Là, vous avez le principal, je dirais, le principal outil du glypticien, c'est-à-dire le touret. Sur ce touret, vous avez la possibilité de fabriquer des outils en acier que vous allez endiamanter au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est vraiment une tige d'acier toute bête, toute simple, que vous allez mettre en forme de rond, de jonc, de cupule. Enfin, voilà, c'est à vous de décider la façon dont vous allez fabriquer cet outil. Et cet outil va vous permettre d'intervenir sur la matière à l'aide du touret qui mettra l'outil en rotation. Voilà, là on passe entre autres au poli, c'est-à-dire que là, je dirais les pierres, les minéraux, les trois quarts du temps, se polissent à l'aide de roues en feutre, en cuivre, en liège, enfin bon, il y a différentes possibilités, à l'aide d'eau et d'oxyde métallique. Ça peut être de l'oxyde d'étain, de l'oxyde de chrome, de la saphirine, enfin bon, il y a un certain nombre de moyens de polir ces minéraux. Voilà, là je rentre en fin de compte dans les objets que j'ai pu restaurer dans un premier temps. Là vous avez un camé, mais qui est une tête complètement ronde, qui est un camé romain, qui représente Titus, l'empereur Titus, et qui est une chalcédoine. La chalcédoine, c'est une variété d'agate. Les agates peuvent être
sont souvent, je dirais, dans le langage commun et courant, sont classifiés avec la couleur, c'est-à-dire que cette agate-là, on l'appelle de la sardoine parce qu'elle est bleue. Quand elle sera brune, on l'appellera de la cornaline. Et selon les matières, vous avez des différentes dénominations pour les matières. Donc là, vous avez un camé romain qui est de la taille d'un poing. C'est assez exceptionnel parce qu'il faut se remettre et refonctionner par rapport à l'époque, c'est-à-dire qu'on remonte à quelques millénaires. Les premiers travaux de pierre dure remontent, je dirais, au néolithique, aux premiers hommes, bien évidemment, qui sont des travaux de percussion, donc qui n'ont rien à voir avec la glyptique, mais l'idée de travail de la matière a commencé bien avant. Voilà. Là, vous avez une aiguière qui se trouve au Louvre, que j'ai eu la chance de nettoyer en d'autres temps. Et c'est du jaspe héliotrope, c'est-à-dire que ce jaspe est taché de points rouges. C'est un objet qui fait à peu près entre 27 et 30 cm de haut, qui est complètement creusé et qui date de la Renaissance. Et c'est un travail absolument exceptionnel. Primo parce que on est dans une matière très très dure et la qualité de gravure et de découpe et de ciselure de cet objet est absolument fantastique. Vous voyez des bagues sous le pied, enfin en bas du pied, en haut du pied douche et à la tête, bien évidemment parce qu'au Moyen-Âge, alors c'était un souci de décor bien évidemment, mais c'était aussi un souci technique, c'est-à-dire que parce que c'est un bloc, c'est un vase massif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblage, on part d'un bloc de pierre massif et on va creuser dedans et ensuite on va graver l'extérieur. Ce qui fait que, je dirais entre guillemets, les appendices, c'est-à-dire le pied comme la tête, gênent à ce travail-là. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, beaucoup de coupes et de choses comme ça sont montées avec des sertis et des sertis or là pour le coup et avec des émaux qui sont ajoutés dessus. Hop là. Là, vous avez, là c'est un camé qu'on m'a apporté. En fin de compte, j'ai décidé avec le collectionneur de ne pas intervenir dessus. C'est Élisabeth, c'est fin 16e, c'est Élisabeth Ier d'Angleterre, qui est un camé, je dirais l'origine du camé, c'est plus une sculpture en bas-relief. Ce que vous connaissez bien évidemment des camés, je vais vous en montrer après, ce sont plus des choses qui sont montées ou en bague ou en médaillon. Tandis que là, ça devient vraiment un objet de main. Vous voyez, ça fait 8 à 9 cm de haut, et c'est vraiment une grosse sculpture en fin de compte. Donc là, on me l'avait apporté, on m'avait demandé de réintervenir sur la fraise. Et bien évidemment, quand on restaure des objets en pierre dure, toute cassure ou assemblage se voit. Et d'une façon éthique, si la cassure ou je dirais la blessure sur l'objet n'enlève pas l'identité de la pièce, pour moi il n'est pas nécessaire de rajouter un petit morceau. On comprend bien évidemment que c'est une fraise et que c'est une gravure de grande qualité. Donc refaire un petit bout de caillou au niveau de la fraise, ça ne me semblait pas une nécessité. Et donc on restait dans la qualité de l'objet d'époque et j'ai trouvé ça, donc je l'ai seulement nettoyé, légèrement repoli, mais mon intervention reste très minime. Bien sûr, monsieur. Est-ce que c'est vous qui le fabriquez? C'est céramique ou c'est en plâtre? C'est ni céramique ni plâtre, c'est de la pierre. C'est de la pierre, ça, c'est une agate. Pierre, pas bière. Alors, ça, ce sont des choses qui sont anciennes. Le camé que vous avez vu avant, c'était Élisabeth Ier d'Angleterre, qui date du XVIe siècle. Ce camé-là, qui est plus un camé qui correspond à ce qu'on a l'habitude de voir à l'heure actuelle, est un camé du XIXe siècle.
Alors le principe du camé qu'on a l'habitude de voir, c'est une agate à veine. C'est-à-dire que faut que vous imaginiez cette agate à couche, c'est-à-dire que vous avez une couche blanche et ensuite une couche brune. Pour arriver à mettre en volume ce visage, on va être obligé d'enlever au pourtour de ce profil la matière blanche pour arriver à découvrir la matière brune, ce qui va permettre à un moment ou à un autre de découvrir et de mettre en volume le personnage. Mais le camé n'est pas un assemblage ni un collage, c'est-à-dire qu'on part d'un bloc veiné et on joue sur les épaisseurs de veine. Donc il en existe aussi en coquillage. Les Italiens ont été très très forts au 19e et au 20e siècle pour faire des camés en coquillage. Bien moins prisés parce que matière beaucoup plus facile à travailler. Donc là, tout ce que vous voyez là est fait avec les outils que vous avez vus précédemment. C'est-à-dire que c'est des tout petits outils et vous rentrez en rotation et vous abrasez finement la pierre au fur et à mesure pour découvrir un visage. Alors, c'est possible de fabriquer des choses comme ça encore à l'heure actuelle, oui. Alors, c'est pas fabriqué en plâtre, c'est de la pierre, monsieur. Ça reste de la pierre. C'est toujours, je travaille que la pierre. Non, je ne donne pas de coup d'outil, je rôde la matière. C'est-à-dire que je prends des outils abrasifs qui sont en rotation et je pose la pierre dessus, ce qui fait que j'enlève tout doucement la matière pour arriver à découvrir un visage. Donc voilà, là, je vais passer à autre chose, c'est-à-dire un cabinet que vous connaissez peut-être parce qu'il est dans vos murs. J'ai eu la chance, il y a presque 10 ans maintenant, de venir travailler au Palais Rohan et de restaurer ce cabinet qui est dans vos murs. Alors ce cabinet est intéressant historiquement parce que c'est un cabinet qui a été, l'ébénisterie a été fabriquée au Gobelin sous Louis XIV pour Louis XIV. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai eu bien évidemment à démonter toutes les marqueteries pour les nettoyer, les repolir. Et c'est la première fois en presque 40 ans de métier que je me suis aperçu que ces marqueteries étaient signées. Les 3/4 du temps, les marqueteries n'étaient jamais signées. Et là, en contreparement, c'est-à-dire au dos de chaque marqueterie, il y avait la signature de l'artiste qui avait fait ça. Et ce qui a permis, je dirais, d'avancer et de réfléchir et d'en savoir un peu plus sur ce cabinet, parce que toutes les signatures étaient italiennes. C'est-à-dire qu'on arrive à l'idée que, de toute façon, à cette époque-là, Richelieu et le roi voulaient s'attribuer aussi les mérites d'ateliers absolument fantastiques. Et à cette époque-là, a été monté au Gobelin un atelier qui a marché à peu près pendant une trentaine d'années et où a été fabriqué des objets en pierre dure. Donc il reste très peu de choses, enfin il reste quelques tables à Paris, des cabinets en Angleterre, mais il reste très peu de choses de cette époque-là, de cette trentaine d'années. Et les signatures des Italiens qui sont là, ce sont des Italiens qui ont été, je dirais entre guillemets, importés d'Italie pour amener, donc il y avait je dirais des ouvriers français, mais les Italiens étaient là pour montrer les techniques et apprendre la technique. Donc là, on est vraiment dans de la marqueterie typiquement florentine, c'est-à-dire un assemblage de pierres sur fond noir. Fond noir parce que l'intérêt du fond noir, c'est que ça met en valeur la couleur des pierres. Donc il y a un rapport de qualité. Et à cette même époque, il a été fondé... donc il y avait Florence et les Médicis qui ont monté le cabinet de l'Opificio pour fabriquer ce type de pierre. Les Gobelins à Paris qui ont façonné et créé un certain nombre de choses qui n'étaient pas sur fond noir, c'était plutôt du paysage avec des animaux. Donc il reste encore quelque chose, un certain nombre de petites marqueteries qui correspondent à ça.
Et là, par exemple, vous avez un autre lieu qui était Prague, et Prague avait sont venus aussi des Italiens de Florence à Prague pour montrer des techniques de pierre dure. Et là, les décors étaient plutôt des paysages runéiformes avec des animaux, des choses comme ça. Donc chaque pays avait son identité graphique, je dirais, par rapport à l'idée de la marqueterie de pierre dure. Là, je monte. Alors, là, vous avez un combiné, je dirais, c'est une tabatière allemande de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et qui est, en fin de compte, un combiné entre la glyptique, c'est-à-dire la gravure de pierre fine, et la marqueterie. C'est-à-dire que toutes les feuilles fleurs sont gravées et mise en forme à l'aide du petit touret que vous avez vu précédemment, et ensuite assemblées les unes aux autres, bien jointoyées. Le fond de cette tabatière, c'est un silex. Et autrement, vous avez du jade, un certain nombre de minéraux. Cette tabatière tient dans la main, c'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit objet. C'est-à-dire que tout ce qui est incrustation et petits minéraux, faut imaginer ça, monter ça pour le travailler, monter ça sur une allumette, je dirais, la tête d'une allumette. On est vraiment dans du confetti là. Bon, et autrement, tout ce qui est doré, bien sûr, c'est de l'or qui a reçu de la ciselure et de la dorure. Donc là, on est dans des objets de cours. De toute façon, le travail de la pierre dure, je dirais entre guillemets malheureusement, a toujours été voué à des objets de cours ou des objets princiers. Du fait, de prix des matériaux et de la qualité du travail, et donc d'objets qui devenaient obligatoirement et malheureusement très onéreux. Là, on est courant du 19e, enfin presque, on attaque le 20e. C'est un objet qui a été fait par Carl Fabergé. Donc Carl Fabergé, en fin de compte, vous connaissez certainement les œufs, bien évidemment, qui ont été faits tous les années au moment de Pâques et offerts à l'empereur. Mais Carl Fabergé avait des ateliers dans toute l'Europe, et avec une production de petits objets et d'objets de tabletterie. Donc là, vous avez un objet qui est assez exceptionnel. Le petit vase que vous voyez et qui porte ce feuillage est un vase en cristal de roche. Donc ça, fabriquer un petit vase comme ça en cristal de roche, vous partez bien sûr d'un bloc brut, absolument pur, et ça représente à peu près une quinzaine de jours de travail. Alors ça paraît très simple à faire, mais peut-être c'est certainement ce qu'il y a de plus compliqué, dans la mesure où jusqu'au poli, vous ne savez pas si vous allez arriver à conserver l'objet dans son entier, parce que pour monter un poli sur du cristal de roche, il faut monter l'objet en température, et si vous le montez trop fort, l'objet se brise ou se fêle. Donc ça représente une vraie maîtrise pour arriver à faire ce genre d'objet. Et tout ce qui est branche est en or étiré. Les petites perles sont en corail, et tout ce qui est feuillage, c'est du jade néphrite, très utilisé par Fabergé à l'époque. Donc je parlais de tabletterie à Fabergé, et en fin de compte, ça est arrivé à l'atelier, ce charmant petit cochon, qui est une cornaline en fin de compte. Et alors on peut percevoir en fin de compte sur les oreilles et sur le haut du crâne la gravure. C'est-à-dire que la gravure est faite toujours avec ces tourets avec le touret que vous avez vu précédemment, et c'est un petit coup d'outil parfait, régulier, sur l'ensemble de l'objet. Ça paraît simple comme ça, mais vu que ce sont des matières dures, et vu que vous endiamantez au fur et à mesure votre outil, ça demande une maîtrise qui est impressionnante.
on n'est pas non plus, esthétiquement parlant, je trouve ça super intéressant parce que c'est vraiment oui, une époque où les gens savaient dessiner, mettre en forme, et ça ressemble pas, je dirais, ni à un Polly Pocket, ni, enfin, vous voyez, un objet fait rapidement. Donc on en voit des objets en pierre dure à l'heure actuelle qui viennent du Brésil, de Chine et autres, et on n'a pas ce rendu très proche de la perfection en fin de compte. Mais donc la qualité de la matière aussi ajoute au volume de l'animal. Les yeux sont des brillants, bien évidemment. Voilà. Et donc il a été décliné chez Fabergé un certain nombre d'animaux, d'insectes. Enfin, ça a été une multitude d'objets absolument extraordinaires. Là, on est même époque, mais on est au Japon. Et je trouvais ça intéressant. Alors, ça s'éloigne un peu de mon travail parce que cette écrevisse est en ivoire. Et c'est une écrevisse qui est complètement, je dirais, mécanisée et dont les pattes bougent, dont il y a une réalité de fabrication qui est absolument extraordinaire. Et avec une technique, bien évidemment, pour le haut du corps, de gravure et de technique de glypticien, en fin de compte. Là, je suis en 1930 et c'est un porte-mine de Louis Cartier. Donc ça, j'ai eu la chance de restaurer la tête de l'animal parce que l'objet était tombé par terre et il a fallu recomposer avec des photos toute la partie tête de ce lévrier. Voilà, là je passe à une table, je reviens à la marqueterie pour le coup, c'est une table qui a été réalisée dans mon atelier à 6 personnes pendant 1 an. C'est certainement une des plus grosses tables que j'ai pu faire, enfin de façon traditionnelle, dans la mesure où un riche américain est venu à l'atelier et m'a dit j'aimerais que vous me fassiez une table, elle fait 1,85 m de diamètre. Et on a passé 1 an à 6 personnes à fabriquer cette aventure-là. Donc ça, il y a à peu près 80 minéraux différents. J'ai peut-être... voyez, alors là, ce qui est intéressant, parce que bien évidemment, pour que ces techniques ne meurent pas, il est évident qu'il faut utiliser des techniques contemporaines. Une table comme ça au XVIIe siècle, ils y auraient passé 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que l'avantage d'être au XXIe siècle, c'est d'avoir la possibilité, par exemple, que tous ces rinceaux aient été découpés au jet d'eau. Alors le jet d'eau, c'est un jet sous pression avec de la silice, chargé de silice, qui permet de créer et découper la matière. Ce qui a permis, dans un premier temps, de découper tous ces rinceaux, et autrement ça aurait été fait à l'outil, au burin, pour créer les cavités, pour rentrer les pierres dedans. Donc on a gagné un temps fou. Donc vous voyez là, on est en train de monter. Alors par contre, tous les rinceaux après ont été découpés à la main et ensuite incrustés, ajustés sur l'ensemble de la table. Donc c'est presque, enfin c'est un peu je dirais une table comme ça, c'est presque l'ouvrage d'une vie, parce que je crois pas que j'en aurai d'autres à monter, parce que bien évidemment à l'heure actuelle je vais vous parler de concurrence indienne, tout simplement, ou maintenant chinoise. Et c'est vrai que il propose, alors pas la même chose, mais un décor un peu similaire à un prix défiant de toute concurrence, quoi. Donc c'est vrai que ce type d'objet-là n'est pour ainsi dire plus fait ni en France, ni malheureusement en Italie. Tout est fait très souvent en Inde et maintenant en Chine. Voilà, là vous avez un détail du perroquet. Donc ce qui était intéressant, c'était de pouvoir... L'idée de la marqueterie, c'est d'assembler des plaques les unes aux autres pour arriver à donner un rendu, bien évidemment, et avoir la sensation de quelque chose de peint. Au XVIIe siècle, on appelait ça la peinture de pierre dure, quand même. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous devez avoir
par rapport à une table comme ça, on part pas directement comme ça, c'est-à-dire qu'on fait déjà un carton comme au Gobelin quand on fait de la tapisserie, c'est-à-dire qu'on part d'un carton, on part d'un dessin. Normalement, toutes les pierres sont polies avant d'être découpées. C'est-à-dire que vous avez la couleur juste de cette tulipe. Vous savez quel morceau et quel endroit dans votre pierre vous allez utiliser pour faire cette découpe. Donc voilà. Et ce qui est amusant sur cette table-là, il y a des pierres absolument du monde entier, quoi. Alors là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus contemporain. C'est une table que j'ai fait il y a pas très longtemps, qui est une table en cristal de roche. Et ce qui est intéressant, c'est le pourtour. J'ai peut-être une photo. Hop, hop. Non, hop, voilà. Cette pierre-là, qui est la partie, je vais mettre le doigt dessus. Hop. Voilà, toute cette pierre-là. J'en ai des exemples sur mon stand d'ailleurs. C'est une pierre calcaire, c'est une pierre ruinéiforme. C'est-à-dire que on peut percevoir, et quand on découpe des plaques, on peut imaginer ou percevoir un côté ruinéiforme, c'est-à-dire qu'on peut y voir des paysages, des choses comme ça. Donc je me suis intéressé à ça. C'est une pierre qui a été énormément utilisée à Florence au XVIIe siècle, et même sur une période très très courte, des peintres se sont intéressés à cette matière-là et se sont servis comme décor de fond, je dirais, de ce paysage calcaire, et ont redessiné au fur et à mesure des personnages, des choses comme ça, ce qui a permis de recréer, enfin, je dirais la peinture sur pierre. Alors il y a eu un conflit à cette époque-là entre les gens qui peignaient sur pierre et les gens qui peignaient sur toile, et les gens qui peignaient sur pierre disent dans 2000 ans, nos cailloux seront toujours là avec notre peinture dessus. Et les autres disaient, oui, mais vos cailloux sont lourds, sont intransportables. Et donc, il y avait conflit entre deux aventures de peintres différents. Donc voilà. Et donc, le cristal, cette partie-là est en cristal aussi. J'y ai mis des feuilles d'or légèrement usées derrière pour avoir cette profondeur. Le centre est en cristal de roche aussi, et je dirais ce qui est intéressant, et je suis content d'être au XXIe siècle, c'est que le support central est du verre. Au XVIIe siècle, aucune table en marqueterie n'était collée sur verre ou collée sur quelque chose de transparent. Je dirais le XXIe siècle a apporté des colles qui permettent de faire fonctionner une transparence. Et ça, c'est un nouveau rapport à la pierre dure, et je trouve ça très intéressant de pouvoir jouer du côté cristallin dans de nouveaux travaux, en fin de compte. Voilà, donc je dirais je change au fur et à mesure des photos, je change d'échelle. Là, vous voyez, on passe à du minuscule, et c'est ce que je trouve intéressant. Là, la maison Piaget, maison d'horlogerie, m'a demandé de créer une rose en marqueterie de pierre dure. Donc, il doit y avoir entre 30 et 40 morceaux de pierre, donc qui sont de très petites dimensions. L'épaisseur du cadran, au final, on est entre 5 et 6 dixièmes d'épaisseur. Donc, il ne reste plus rien. Vous avez, pour ainsi dire, plus la sensation de la pierre. Et ça donne la rose. Alors, Monsieur Piaget est un collectionneur de roses. C'est pour ça que la première montre que j'ai réalisée pour la maison Piaget était la rose de Monsieur Piaget, en fin de compte. Donc voilà. Donc là, la pierre, c'est de l'agate impériale du Mexique, et toute la partie blanche qui se trouve autour de cette rose, c'est de l'opale blanche. Là, vous en avez eu d'autres. Je vais passer rapidement. Là, c'est des cadrans pour montres de Piaget aussi, qui sont faits en malachite. Donc là, la difficulté, c'est d'arriver
à rentrer dans la dimension du cadran. C'est des cadrans qui font 34 mm de diamètre, c'est-à-dire très petits. Et c'est vrai que quand vous venez de faire une table d'1,80 m à côté, il faut vous travailler avec des binoculaires parce qu'il faut que les joints soient parfaits. Et il faut arriver, et vous y arrivez seulement à partir de quelques semaines de travail, arriver à rentrer dans la dimension de l'objet. C'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, vous n'avez plus cette appréhension du tout petit. C'est-à-dire le fait de regarder dans la binoculaire, vous avez l'impression que vous êtes allé à une échelle tout à fait normale et courante, alors que pas du tout. Voilà, là c'est un des stylos, je dirais, c'est depuis 25 ans, à côté de toutes ces aventures-là, je fabrique des objets d'écriture parce que quand j'étais gamin, j'ai fait beaucoup de calligraphie et en fin de compte, l'écrit et l'objet d'écriture m'a rattrapé. Et donc je fais divers et des objets d'écriture ou avec des thèmes ou avec vous allez en voir quelques-uns. Là la matière c'est du G, le noir, c'est un bois fossilisé. En fin de compte que les anciens connaissent parce qu'on en faisait au 19e des chapelets, des choses comme ça. C'est un bois un bois silicifié qui prend un poli absolument remarquable. Et là, vous avez des fils d'or, du corail et de l'opale. Là, vous en avez un autre. Alors, pour moi, l'objet d'écriture est je dirais, est une marotte, mais aussi un jeu. Et en fin de compte, je pars de souvenirs d'enfance. Alors, ce souvenir-là d'enfance, vous l'avez certainement tous eu. Enfin, moi, ça m'a fait, je dirais, presque baver pendant des années, tant que j'en ai pas eu un. C'est-à-dire, vous savez, ces stylos dont l'intérieur se déplace avec un peu d'eau dedans. Eh ben voilà, mais qui n'en a pas eu. Et en fin de compte, je me suis dit, je vais m'en faire un précieux. Et en fin de compte, j'ai fait donc j'ai créé un tube en cristal de roche dans lequel j'ai inséré une gondole qui est en onyx, la mer en lapis lazuli, les bâtons qui sont en opale et corail, et cette charmante gondole bouge de part et d'autre quand on remue le stylo. Bon, donc on n'est plus chez le buraliste malheureusement parce que la bague est en or et la partie prise en main c'est un jaspe pyrité. Donc c'est des objets de collection et en fin de compte je m'amuse à fabriquer des choses comme ça depuis quelques années. Je change encore d'échelle. Et là, c'est un chantier qui a duré 5 ans dans ma vie. Un architecte décorateur m'a demandé de refabriquer des pavements alors là, c'est l'enlèvement d'Europe et on a implanté ça dans le midi de la France, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans un bâtiment absolument extraordinaire. Et on m'a demandé de refaire 5 à 6 pavements dans cette maison. Donc là, c'est l'enlèvement d'Europe. Donc l'enlèvement d'Europe, c'est un pavement romain qui se trouve à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et donc je suis allé faire des relevés. Et alors au lieu de le retraduire comme un pavement romain, dans la mesure où on voulait quelque chose, enfin où le décorateur avait envie de quelque chose de plus luxueux, bien évidemment j'ai réutilisé un certain nombre de marbre, mais ce qui m'a permis d'avoir une addition de pierres semi-précieuses. Par exemple, tout ce qui est écharpe, c'est un jaspe rouge et une qualité de couleur qu'on ne trouve pas dans les matières marbrières, pardon. Et par exemple, le tabourin sur le haut, là, c'est de la calcédoine. Normalement, on fait des camets dedans, on ne met pas ça en tambourin. Donc c'est vrai que ça m'a permis de jouer et faire des propositions décoratives plus intéressantes. Là, c'est le hall d'entrée de cette même maison. Et là, on a fait... qui était
liées à la musique. Les boiseries sont des boiseries 18e avec des attributs de musique. Et ce décorateur m'a dit, redessinez-moi donc il y en a 4 normalement, des ronds comme ça qui font à peu près 1 mètre de diamètre. Et on a redessiné des attributs de musique, des armes, des choses comme ça, ce qui était fait au XVIIIe siècle. Dans l'esprit du XVIIIe siècle. Hop là. Là, je repasse à autre chose. Je repasse à du plus précieux. Ça, c'est relativement récent. La maison Cartier, ces dernières années, a eu une politique de rénovation de ses boutiques et ils m'ont demandé de concevoir un panneau de marqueterie avec une panthère Cartier. Donc là, cette charmante panthère étant en marbre jaune de Sienne, donc c'est malheureusement vous trouvez pas une panthère directe comme ça dans le marbre jaune de Sienne, donc il faut assembler des morceaux de jaune de Sienne plus ou moins sombres pour donner une perspective et un relief à l'animal. Et après, le tout est assemblé et réincrusté de tourmaline un peu partout. Le fond le fond paysager est en cristal de roche avec des feuilles de platine derrière. Donc, et ce panneau se trouve à New York, sur la 5e avenue. Donc j'ai la chance d'avoir travaillé pour ce lieu. Ce panneau-là est là aussi pour Cartier et c'est un bracelet des années 80 et là il n'y a pas de... Alors on a des sensations de partie métallique mais en fin de compte absolument pas. C'est réellement de la marqueterie de pierre dure, c'est-à-dire c'est un assemblage de filets de pierre dans des tons de gris qui donne cette sensation métallique entre le nix, l'opale, le cristal, on a ces espèces de filets. Alors c'est vrai que là, la photo ne donne pas forcément grand-chose, mais on a vraiment l'impression d'un montage or. Et en fin de compte, non, l'idée est de donner en marqueterie cette perception de cette brillance, de ce reflet. Donc ça, je dirais, c'est tout l'art de la marqueterie pour arriver à rendre ce type de sensation. Voilà, là, c'est un des derniers panneaux que j'ai fait pour la maison Cartier qui n'a pas encore été implantée. Et là, vous voyez que on m'a donné, pour commencer ce travail, un dessin d'une broche des années 30, en fin de compte. Donc, broche de 6 à 7 cm que n'a jamais monté et fabriqué la maison Cartier. Et ils m'ont dit, ça serait peut-être intéressant de repartir de ça. Donc là, là, vous avez un travail de dessin parce que d'une broche de 7 cm, vous faites un dessin d'1,80 m de haut, donc les proportions changent. Le rapport à la matière n'est absolument pas la même. Et donc, il faut arriver à trouver les matières qui puissent signifier et donner vie à ce perroquet. Voilà, là, de la même façon, le fond c'est du cristal de roche, mais avec des feuilles d'or derrière. Donc là, autrement, le corps du perroquet est rouge, est en jaspe rouge. Les parties de plumes jaunes, c'est une matière qui s'appelle du bubble bee et qui vient d'Indonésie. La partie blanche autour de l'œil, c'est des opales blanches. Le bec est en onyx, de même que le bâton. Les parties de plumage haut sont en œil de tigre et le brun rouge du haut de la plume, c'est des jaspes qui viennent d'Australie. Donc ça, c'est un panneau qui fait à peu près 1,80 m de haut par 1 mètre, grosso modo. Ah, vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il est rangé chez Cartier et il sera bientôt dans une boutique. Je ne vous dis pas laquelle parce que je ne sais pas. Vous ne l'avez pas vu? Alors, je passe à tout à fait autre chose parce que le problème de la marqueterie, c'est... le problème contemporain de la marqueterie, c'est... faut peut-être arrêter de faire des oiseaux, des fleurs et proposer autre chose. Vous ne voulez plus, dans vos habitations, de tables en marqueterie de pierre dure
de table en marqueterie de pierre dure, parce qu'en fin de compte, c'est des matières baroques, et plus bon, ça coûte des fortunes, et vous vous dites, on a envie d'autre chose. Donc envie d'autre chose, moi je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas être contemporain? Donc je me suis amusé à faire un tag, et j'ai fait des dessins, des croquis, dans la rue, et j'ai redessiné ce tag, et je me suis dit, pourquoi pas en faire une table basse. Donc ça, c'est du jaspe, et du marbre blanc. Donc ça, c'est plusieurs mois de travail et je trouve ça assez amusant d'amener un tag à un objet très précieux en le faisant rentrer dans nos appartements. De la même façon, vous passez dans les rues de Strasbourg, bien qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup, il y a beaucoup d'échafaudages avec cette matière plastique qui entoure les échafaudages pour que les gens se ne blessent pas. Et je trouve intéressant de déplacer l'idée de la préciosité. C'est-à-dire que de ce tuyau qui est en plastique autour de l'échafaudage, j'en ai fait un tube en jaspe rouge avec cette ligne noire qui est de la laque urushi, et j'en ai fait tout simplement un objet d'écriture. Ce qui fait que ça déplace l'idée de l'objet de rue à au précieux. Et je trouvais ça assez intéressant de déplacer cette idée du précieux. Le précieux n'est pas forcément ce qu'on croit. Par rapport à mes 30 ans de vie de matière précieuse, je trouve que des fois, il y a des choses et des objets bien plus précieux qui sont tout simplement très simples. Il faut que je me dépêche parce que je suis hors du temps. Hop, donc là, de même, dans ces travaux-là, ces 3 plaques en marqueterie, alors tout le monde me dit c'est du sang, et en fin de compte, non, ça s'appelle, ces 3 panneaux s'appellent Bethel, parce que c'est toujours ce rapport à la rue, c'est-à-dire déplacer l'objet de rue ou le graffiti de rue, ou les taches dans la rue. Donc j'ai pas mal voyagé en Inde, et les Indiens, maintenant ils n'ont plus le droit, mais avaient tendance à mâcher du Bethel et à le cracher à terre. Donc vous avez 3 représentations de crachat de Bethel, tout simplement. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ça déplace aussi les gens vers l'idée du sang, ce qui n'était pas mon propos, mais de rendre intéressant ce qui ne l'est pas forcément, mais de trouver une belle tache rouge au sol en Inde, je trouvais ça plutôt passionnant. De la même façon, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que va être ou doit être la marqueterie maintenant, et à quel prix, et peut-on y accéder. Donc je me suis dit, je repars au moment au dernier temps où les gens ont pu faire de la marqueterie, c'était dans les années 30, où ils utilisaient des pierres marbrières. Et en fin de compte, je me suis intéressé à tout ce qui était marbrier, pierre marbrière des années 30. Et en fin de compte, donc là, vous avez des pierres de Bourgogne. Et je me suis dit, mais est-il une nécessité, donc un coût moindre de fabrication? Est-il nécessaire d'avoir tout à la même hauteur? Et pas forcément. Donc c'est une autre proposition. Est-il obligatoire de jointoyer tout? J'en suis pas sûr. Est-il obligatoire de remplir les joints? Je n'en suis pas sûr non plus. Donc là, par exemple, c'est une table qui est en lapis lazuli, mais avec des défoncés et des plages plus ou moins hautes, tout en gardant tout ce qui a été mode de fabrication, c'est-à-dire les coups d'outils sur les côtés. J'ai gardé l'ensemble de ce qui est la construction d'une marqueterie. Donc c'est une idée, simplement une proposition pour les marqueteries à venir. Là, de la même façon, c'est des traces et des taches que j'ai vues dans les rues, et je me suis amusé à en refaire des tables seulement avec des petites taches à droite à gauche. Voyez, alors ça, le fond, c'est un marbre, une pierre marbrière des Pyrénées, mais le verre est très précieux. C'est toujours cette confrontation du précieux et du terrailleux, et là, c'est de la chrysoprase. Hop là, c'est une table qui s'appelle Jour de pluie. La matière de fond, c'est une pierre noire du Hainaut.
Et donc c'est une pierre très peu chère. Et ce qui m'a intéressé, c'était de faire des incrustations en cristal de roche dedans et de donner cette sensation de mouiller. C'est pour ça que j'ai mis un tuba, mais ça c'est peut-être un peu beaucoup. Et vous avez cette sensation de jour de pluie qu'on n'a pas là, mais vous voyez cette chose un peu qui glisse et qu'on trouve dans les rues, un peu ces brillances. Et en fin de compte, je terminerai par ça, qui vous donne à réfléchir et qui est plus un travail d'art contemporain. En rien Gitou, donc c'est du vieux français. Et je dirais en rien, c'est le silex. C'est ce que j'ai eu pendant des années quand j'étais gamin dans les poches. C'est ce qu'on trouve partout. Et je trouvais intéressant, et je dirais maintenant mon travail de conception est plus un travail d'artiste et de conception nettement plus contemporaine. Mais les 20 ans à venir ou 30 ans à venir qui me restent, je vais travailler le silex. Parce que le silex, c'est la naissance de l'homme et de l'humain et sur Terre. Et je trouve ça super intéressant de revenir à cette simplicité. Je reviens à mon épitaphe. Donc en rien, c'est la matière que l'on trouve le plus facilement. J, c'est cette gravure repose sur du cinabre. Le cinabre, c'est la matière native du mercure, c'est-à-dire une matière de transformation. On passe du solide au liquide. Et donc, philosophiquement, c'est assez extraordinaire. On est vraiment dans l'idée de transformation et d'une matière qui bouge, où il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc qui peut être toxique, qui peut être... De ce rouge-là, on a tiré le rouge vermillon en peinture. Donc c'est une matière qui est vivante. Et le tout, c'est une plaque de cristal qui peut-être est une proposition d'idée de perfection ou d'éternité. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça, parce que j'ai dépassé le temps. Mais voilà, si vous avez quelques questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.